Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un texte au titre assez évocateur. Les marionnettistes du pouvoir, démasquer l'agenda global. Oui, un titre qui annonce la couleur, effectivement. Ces écrits avancent une idée, pour le moins provocatrice, et si les femmes et hommes politiques qu'on élit finalement n'étaient pas les vrais détenteurs du pouvoir de décision. C'est ça, une remise en question assez radicale du fonctionnement qu'on suppose à nos démocraties. Alors, notre mission ici, ça va être de décortiquer les arguments de ce document, qui, selon lui, tire vraiment les ficelles, qui oriente l'écriture des lois, façonne les politiques publiques, à l'échelle mondiale. Mhm. L'idée centrale proposée, c'est que le jeu politique, ce serait peut-être juste un théâtre bien orchestré. Alors, regardons ça de plus près. Allons-y. Le point de départ de l'analyse dans ce texte, c'est que le rôle des politiciens serait avant tout symbolique. Oui. Ils sont dépeints comme des, je cite, gestionnaires de l'opinion publique, voire des agents de transmission d'un agenda qui serait décidé ailleurs. En somme, pas les vrais pilotes dans l'avion, pour reprendre l'image. C'est un peu ça. C'est exact. L'argumentation ici suggère que la croyance populaire dans le pouvoir décisionnel réel des élus, ce serait une sorte de mythe. Un mythe nécessaire, peut-être utile pour maintenir l'ordre social. Un mythe utile. Voilà. Dans cette perspective, les politiciens élus, ils agiraient plutôt comme des relais, des intermédiaires pour ce que le texte appelle le pouvoir profond. Le pouvoir profond, d'accord. Et ça le couvre quoi, ce terme, dans le texte ? Alors, le texte y met les intérêts des grandes entreprises, certains réseaux financiers et ce qu'il nomme une technocratie mondiale. D'accord. Et donc, leur fonction principale, selon cette thèse, ce serait d'assurer la mise en scène du pouvoir, de donner un visage humain et démocratiquement légitimé à des décisions prises ailleurs. Alors, si on suit cette logique, la question qui vient tout de suite, c'est si c'est pas les élus qui décident, qui tirent les ficelles d'après ces écrits. Justement, le document pointe du doigt des entités assez spécifiques. Ah oui, lesquelles par exemple ? On y trouve des noms comme le Forum économique mondial, le WEF, bien connu pour Davos, Oui, l'OF. le Council on Foreign Relations, le CFR, qui est un think tank américain influent en politique étrangère, ou encore Chatham House, son équivalent britannique. D'accord. Et comment ces organisations influenceraient les choses concrètement ? Alors, le texte prend l'exemple du WEF. Il mentionne que, via ses publications, comme les rapports sur les risques globaux, Les Global Risks Reports, oui. c'est ça, et via des initiatives très médiatisées comme The Great Reset, cette organisation exercerait une influence directe sur l'orientation des politiques économiques, climatiques, sociales dans de nombreux pays. L'idée défendue, c'est qu'ils définiraient les grandes lignes, le cap global en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Et le texte insiste aussi sur le rôle d'une technocratie non élue. C'est bien ça ? Oui, absolument. C'est un point central. Pour illustrer ce concept, le document prend l'exemple, jugé très parlant par ses auteurs, de la Commission européenne. Ah oui. Il avance un chiffre, qui est sujet à débat par ailleurs, il faut le dire, mais il avance que 80 à 90% des textes législatifs applicables dans l'UE viendraient de la Commission. Ah oui, quand même. 80 à 90%. Et que les parlements nationaux, eux, se contenteraient souvent de les transposer, parfois, je cite encore, sans débat approfondi. D'accord. Alors, indépendamment de l'exactitude de ce pourcentage, l'idée forte qui est véhiculée, c'est que l'impulsion législative, réglementaire, elle viendrait de ces cercles d'experts, de hauts fonctionnaires. Qui n'ont pas de mandat démocratique direct. Exactement, plutôt que des assemblées élues qui sont censées représenter les citoyens. C'est un point important sur lequel s'arrêter. Le texte va même jusqu'à affirmer, de manière assez catégorique, que les politiciens, eux, ne rédigent jamais les lois eux-mêmes. Jamais. C'est fort comme mot. C'est très faux, oui. Alors, qui le fait, selon cette analyse ? Qui s'en charge ? Alors là, le document donne une liste assez détaillée d'acteurs présumés qui seraient dans les coulisses de la rédaction législative. D'accord. Il mentionne des cabinets d'avocats d'affaires, souvent internationaux, des hauts fonctionnaires qui appartiendraient à ce que le texte appelle l'État profond. L'État profond, cette idée d'une administration permanente. Voilà, indépendante des changements politiques. Il parle aussi d'organismes privés qui représentent les intérêts de secteurs industriels clés, la pharma, l'armement, l'énergie. Ok. Et il ajoute même certaines ONG, particulièrement celles financées par de grandes fondations philanthropiques, type Soros ou Gates, qui agiraient comme des relais d'influence. Mais comment le texte appuie une affirmation aussi tranchée sur le fait que les élus ne rédigent pas ? L'argument principal qui est avancé, c'est la nature même des textes de loi aujourd'hui.
C'est-à-dire? Le document souligne leur volume, souvent énorme, parfois plus de 1000 pages, et leur complexité technique. Ah oui, le jargon juridique, administratif. C'est ça, difficilement accessible si on n'est pas spécialiste. Et il avance que ces textes sont souvent adoptés via des procédures accélérées, en quelques heures de débat au Parlement. Ce qui rendrait impossible une lecture complète et encore moins une compréhension approfondie. Exactement. C'est ce que le texte suggère. Impossible pour la majorité des élus de saisir toutes les implications. Il va même jusqu'à dire que des juristes confirmés mettraient des semaines ou des mois à tout analyser. Ce qui soulève, toujours dans la logique de ce document, une vraie question sur la capacité des élus à contrôler ce qu'ils votent au nom du peuple, finalement. Tout à fait. Si on suit cette logique, leur rôle se limiterait à une validation purement formelle. C'est la conclusion qui est suggérée. Cet argument sur la complexité, le processus d'adoption, ça sert à renforcer l'idée que la vraie élaboration des normes se passe ailleurs, en dehors de l'arène parlementaire. Et elle serait orchestrée par ceux qui ont l'expertise technique et l'accès au rouage administratif? Voilà, c'est l'idée. Le texte introduit ensuite un concept important pour décrire ça, la capture de l'État ou du pouvoir politique par des groupes d'intérêt. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, l'idée de capture réglementaire en soi, c'est pas nouveau. Mais le texte l'applique de manière très très large. D'accord. Il suggère que des pans entiers de l'appareil de l'État seraient sous influence dominante, voire sous le contrôle de certains lobbies puissants. Des lobbies qui arriveraient à façonner les règles et les politiques publiques à leur avantage. Et il donne des exemples concrets de cette capture? Oui. Il mentionne d'abord le complexe militaro-industriel. Ah, le fameux. Des entreprises comme Lockheed Martin, Raytheon sont citées. Et l'affirmation est assez audacieuse. Elle rédigerait littéralement les orientations de la politique de défense. Littéralement. Comment? Via des rapports, des expertises fournies directement aux commissions parlementaires spécialisées, par exemple. D'accord. Et la contrepartie, ce serait quoi? L'obtention quasi automatique de contrats publics énormes, souvent attribués sans vraie mise en concurrence selon le texte. Un autre exemple? Oui, un autre exemple qui est longuement développé, c'est ce que le texte appelle Big Pharma, les grandes entreprises pharmaceutiques mondiales. Pfizer, Moderna, GSK? Ils sont cités, oui. Et l'accusation est multiple. D'abord, elles influenceraient directement les décisions des grands organismes de régulation et de santé publique. L'OMS, la FDA américaine, la Commission européenne. Ok. Ensuite, elles participeraient, d'après le texte, à la coécriture des lois sanitaires. Elles influenceraient les politiques vaccinales et, un point jugé crucial par les auteurs, elles réussiraient à obtenir une immunité juridique très large contre d'éventuelles poursuites liées aux effets secondaires de leurs produits. Donc une influence directe sur la règle, sur son application. Le texte mentionne d'autres acteurs dans ce processus de capture. Oui, il évoque aussi ce qu'il appelle le lobby universitaire. Le lobby universitaire, c'est-à-dire? Il cible spécifiquement les universités dites d'élite. Harvard, Oxford, Sciences Po sont donnés en exemple. D'accord. Et quel serait leur rôle? Selon l'analyse présentée, ces institutions joueraient un rôle clé pour former une caste de technocrates, des gens destinés à occuper les postes de décision dans l'administration, les organisations internationaux. Et le rôle de ces experts, de ces intellectuels, ce serait quoi d'après le texte? Toujours d'après le texte, ce serait de fournir une justification académique, morale, à cet agenda global décrit et de créer les narratives. Les narratifs? Les récits? Oui, les récits médiatiques, politiques, qui rendent ces politiques acceptables, voire désirables pour l'opinion publique. Donc, si je résume le tableau dépeint, c'est un écosystème complexe d'influence. Groupes industriels, financiers, académiques, qui façonneraient les règles et les discours qui les légitiment, en interaction constante avec l'État. C'est exactement ça. Le mécanisme décrit est celui d'une influence systémique. Le pouvoir ne serait pas concentré en un seul point, mais distribué dans un réseau d'acteurs interconnectés. Qui partageraient globalement les mêmes intérêts et la même vision du monde. C'est l'idée. Et qui s'assurerait que le cadre légal, réglementaire, serve leurs objectifs. Un autre argument fort avancé dans ces écrits, c'est l'observation d'une uniformisation des lois et des politiques à travers le monde. Comment c'est présenté, ça? Alors, le point de départ, c'est une question un peu rhétorique que pose le texte. Oui. Si les gouvernements nationaux étaient vraiment souverains, indépendants dans leurs décisions, comment expliquer la convergence croissante et parfois très rapide de politiques dans des domaines aussi variés que la santé publique, la fiscalité, La gestion des pandémies, le taux minimum d'imposition mondiale, oui. l'écologie aussi,
Objectif carbone, taxe carbone, l'agenda de transition verte, ou même la régulation du numérique. Le texte suggère donc que cette harmonisation ne serait pas le fruit de choix indépendants qui convergent par hasard, mais d'une influence externe commune. Exactement. C'est la thèse. Et pour l'étayer, le document donne l'exemple de lois qui semblent être copiées-collées ou en tout cas très similaires dans l'esprit la formulation. Ah oui, Adoptées quasi en même temps dans différents pays, souvent membres des mêmes organisations, OCDE, UE, ONU. un exemple typique. L'exemple typique cité, c'est celui des lois contre la désinformation ou les discours de haine en ligne. Elle serait apparue en cascade en France, au Canada, en Allemagne, en Australie, etc., avec des dispositions remarquablement semblables. Et quelle explication le texte donne à ce phénomène de copier-coller législatif? Si on relie ça à la vision d'ensemble des auteurs, l'explication est la suivante. Ces lois, ces réglementations seraient en fait conçues, rédigées en amont, Où ça? au sein des think tanks globaux, des organisations internationales dont on a parlé. D'accord. Elles seraient ensuite testées, peut-être dans un pays pilote, puis disséminées, promues activement auprès des gouvernements nationaux qui sont alignés sur cet agenda global. Comme une sorte de logiciel juridique standardisé qu'on déploie partout? C'est l'image utilisée par le texte, oui, un logiciel juridique. Mais alors, dans ce scénario, quel rôle il reste aux politiciens nationaux, au processus démocratique qu'on connaît, si l'agenda est fixé ailleurs et les lois écrites par d'autres? Selon l'analyse de ce document, le rôle qui reste aux politiciens et aux jeux politiques visibles, c'est principalement le théâtre, la distraction, le contrôle narratif. Le théâtre. Les élections, par exemple, elles sont décrites comment? Comme un rituel de validation symbolique. Une cérémonie périodique pour donner aux citoyens l'illusion du choix, du contrôle démocratique, alors que les orientations fondamentales seraient déjà décidées. Le texte va même jusqu'à dire que finalement, peu importe qui gagne les élections, Oui, il cite des dirigeants de tendances politiques supposées différentes, Trump, Macron, Biden, Trudeau, oui, ils sont donnés en exemple. en soutenant qu'ils finiraient tous, une fois au pouvoir, par mettre en œuvre les grandes lignes du même agenda global. C'est ça, avec seulement des variations superficielles, des différences de style, de rhétorique, de priorités secondaires peut-être. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui les contraindrait à ce point? L'argument, c'est qu'ils seraient fortement contraints par les structures de leur parti, par les administrations en place, par les engagements internationaux de leurs prédécesseurs, par les pressions des marchés financiers et des lobbies. Le texte suggère aussi qu'ils ne comprendraient pas toujours eux-mêmes la portée réelle des lois complexes qu'on leur demande de défendre. Et qu'ils seraient choisis pour leur capacité à séduire les médias. Exactement. Avant tout pour leur capacité à communiquer, à bien passer à l'écran, comme on dit. En somme, des acteurs qui lisent un script dont ils ne sont pas les auteurs. C'est la conclusion très directe du texte. Une vision assez désenchantée du politique. Mais alors, si ce système est tel que décrit, pourquoi les populations l'accepteraient? Comment le texte explique le consentement apparent à ce qu'il présente comme une façade? Alors là, le document pointe du doigt un processus de conditionnement idéologique, profond et continu. Un conditionnement. Oui, ça commencerait dès l'enfance, via l'école publique, qui, selon les auteurs, glorifierait le modèle de la démocratie représentative, sans en questionner les limites, les dérives potentielles. D'accord. Et ensuite? Ensuite, ce conditionnement serait constamment renforcé par les grands médias d'information. Que le texte décrit comme étant souvent subventionnés ou détenus par des intérêts alignés. C'est ça. Et ces médias entretiendraient le mythe central du pouvoir du vote. Ils présenteraient le débat démocratique parlementaire comme le lieu unique et légitime de l'expression politique. Occultant ainsi les vrais centres de pouvoir décrits par le texte. Voilà. L'idée, c'est que l'État et les forces qui le contrôleraient selon cette analyse maîtriseraient non seulement le processus législatif, mais aussi les récits dominants, les fameuses narratives. Pour façonner la perception de la réalité et assurer la stabilité du système. C'est la thèse soutenue, oui. Un contrôle à la fois structurel et idéologique. Et finalement, le texte ne critique pas seulement le fonctionnement du pouvoir, il porte une critique très fondamentale sur la nature même de l'État moderne. Vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Oui, en effet, la critique va très loin. L'argumentation aboutit à une remise en cause radicale de l'image habituelle de l'État. L'État vu comme une entité au service du bien commun, des citoyens. Et le texte le présente comment alors, Au contraire, il est présenté comme étant fondamentalement une structure de contrôle, de domination. Quels sont les arguments pour soutenir une affirmation aussi forte ? Plusieurs arguments sont avancés.
Premièrement, l'État détient le monopole de la violence légitime et il l'utilise pour financer ses activités, notamment la guerre, via l'impôt obligatoire. D'accord. Deuxièmement. Deuxièmement, il est reproché à l'État d'interdire activement la concurrence dans des domaines essentiels, en s'arrogeant des monopoles sur la monnaie, avec les banques centrales, sur la justice, avec les tribunaux étatiques, sur la sécurité, avec la police et l'armée. Et troisièmement? Troisièmement, le texte suggère que la légitimité de l'État ne reposerait pas tant sur un consentement populaire éclairé et volontaire, mais plutôt sur la force, la coercition et ce conditionnement idéologique dont on parlait. C'est une perspective très critique, presque libertarienne ou anarchiste dans l'esprit, hein? Oui, ça s'en rapproche, ça remet en question la légitimité même de l'État moderne dans sa forme actuelle. Bon, alors si on essaye de synthétiser les idées forces de ces extraits des marionnettistes du pouvoir, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'argument central, c'est que le pouvoir politique, visible, celui des élus, des élections, des parlements, ce ne serait qu'une façade. C'est ça, un spectacle destiné à masquer la réalité du pouvoir. Et cette réalité, selon le document, c'est que le vrai pouvoir de décision, celui qui oriente le cours des sociétés, il serait ailleurs. Oui, entre les mains d'une combinaison d'acteurs. Des technocrates non élus, dans des organisations nationales, internationales, des lobbies industriels et financiers puissants, capables de capturer les processus réglementaires. Et des think tanks influents qui définiraient un agenda global? Exactement. Un agenda qui serait ensuite mis en œuvre localement par des politiciens agissant consciemment ou non, comme de simples exécutants. Ou des metteurs en scène? Le document résume d'ailleurs ça par une phrase assez percutante, citée comme une clé de lecture. Ceux qui écrivent les lois ne sont jamais élus. Ceux qui sont élus ne savent pas les écrire. C'est volontairement provocateur, non? Ah oui, tout à fait. C'est une formule choc, presque un slogan, pour marquer les esprits et synthétiser la thèse principale du texte. Qui est donc cette déconnexion radicale, structurelle, entre le principe affiché de la démocratie représentative Et l'exercice concret du pouvoir législatif et réglementaire, aujourd'hui. Ça vise clairement à remettre en cause nos présupposés sur le fonctionnement de nos systèmes politiques. et la conclusion logique qui découle de cette analyse, telle qu'elle est suggérée, elle est tout aussi directe. On a l'impression qu'elle invite à un changement de perspective radical, voire à une forme de désengagement du système politique traditionnel. Oui, le message implicite, c'est un peu n'attendez rien des élections ou des politiciens sauveurs. Puisque le changement ne viendrait pas de l'intérieur du système, s'il est verrouillé comme le décrit le texte, C'est l'implication logique, en effet. Si le système est intrinsèquement contrôlé par des intérêts non démocratiques, alors le changement véritable ne pourrait pas venir par les voies politiques conventionnelles. ce qui nous laisse avec une question en suspens, une pensée à méditer qui découle de la logique de ce document. Si le pouvoir politique visible n'est qu'un théâtre, si les vrais leviers sont ailleurs, alors où et comment un changement réel pourrait émerger, selon cette perspective très particulière? C'est une interrogation qui ouvre des pistes de réflexion bien au-delà de notre analyse d'aujourd'hui, effectivement. Une vaste question. Merci pour cet éclairage sur les arguments présentés dans ce texte.